s'asseyait presque toujours dans la galerie intérieure, qui, dépouillée de tout ce qui n'était pas nécessaire ou utile, donnait la même impression impersonnelle qu'une chambre d'hôtel. Parfois, il mettait un disque sur le gramophone. Je percevais déjà, sans en être bien conscient, qu'il n'y avait rien de plus mélancolique au monde que des marches ou des valses d'opérette dans la froideur d'une maison qui n'est pas un chez-soi. Quand Uruk et moi n'étions pas au pavillon auprès de Gérard, l'associé de mon père, nous étions assis à une table, occupés à faire des problèmes et de la grammaire. Il arrivait que mon père s'arrêta près de nous, prit nos cahiers pour les regarder et nous interrogea sur nos progrès. Uruk avait une écriture particulièrement belle, une écriture digne des modèles de l'école, à la graphie et aux proportions parfaites. Saisissant cette occasion, mon père demanda un jour à Uruk s'il avait déjà songé à son avenir. Tu pourrais devenir commis aux écritures, ajouta-t-il. En souriant, sous ses paupières mi-closes, Uruk détourna le regard, attitude fréquente lorsqu'une question l'embarrassait. Uruk et moi, nous voulons devenir conducteurs de train ou aviateurs, me hâtais-je de dire. Ou plutôt, explorateurs. C'est ce que nous avons décidé. Mon père eut un haussement d'épaule à peine perceptible. Ce n'était vraisemblablement pas la première fois qu'il réalisait qu'il ne pouvait pas s'adresser à nous comme à des adultes. Le sens du contact avec les enfants lui était totalement étranger. Nous vivions l'un à côté de l'autre comme des êtres parlant des langues différentes. Je sais malgré tout que mon père s'occupait des problèmes de mon éducation. Quelques jours avant mon 11e anniversaire, il vint dans ma chambre alors que j'étais sur le point de me mettre au lit. Tu dois me faire une liste de ce dont tu as envie. J'avais l'intention de demander pour Uruk et moi des carabines que nous pourrions prendre à la chasse, mais je doutais fortement que mon père reconnût l'utilité d'un tel cadeau. Dans quelques mois, je serai en congé, poursuivit mon père. J'aimerais voyager, voir le monde pendant que je peux encore me le permettre. Tu comprends que je ne peux pas t'emmener. J'ai pensé à t'envoyer en Hollande dans une pension ou quelque chose comme ça. À la fin de cette année, tu passes un examen d'entrée, ensuite tu iras au lycée. Et la vie ici, tu es privé de beaucoup de choses en vivant ainsi. Tu deviens un indigène, c'est un contraire. Je veux camper devant le lavabo. Je ne veux pas aller en Hollande. Je veux rester ici. Et Uruk... Uruk, toujours Uruk. Il faudrait bien un jour faire sans Uruk. Pour moi, cette amitié n'a que trop duré. Tu ne fréquentes jamais des garçons de ta classe. Invite-en quelques-uns pour ton anniversaire. On peut aller les chercher et les ramener chez eux en auto. Je comprends bien que tu sois attaché à Uruk. C'est inévitable. Je devais faire quelque chose pour ce garçon, mais Uruk, quand il quittera l'école, ira travailler. Et toi, tu poursuivras tes études. En outre, tu peux quand même comprendre cela, mon garçon. Tu es un Européen. Je réfléchis. Mais je ne parvenais pas à saisir l'importance de ce dernier fait. Être un Européen. Sous la pression de mon père, j'invitai 2 camarades le dimanche suivant mon anniversaire. Les 2 garçons avec qui je n'entretenais à l'école que des contacts éphémères, réduits à quelques jeux d'adresse et harbleries mutuelles durant la récréation, regardèrent ma chambre et mes trésors, mangèrent avec mon père et moi un Reistaffel un peu amélioré pour la circonstance. J'étais furieux et déçu qu'Uruk ne fût pas invité au repas. D'autant plus que je lui en avais parlé comme si sa présence allait de soi. Uruk sembla ne pas s'en formaliser. Tandis que nous mangions, je le vis nous observer depuis le jardin. Le reste de l'après-midi, nous fûmes envoyés au jardin pour nous amuser. Uruk se joignit à nous. Durant nos jeux, j'eus pour la première fois parfaitement conscience du fait qu'Uruk, aux yeux des autres,
était un indigène, un garçon des Bessa, le fils d'un subalterne de la plantation. Je ne vis qu'une fois son regard oblique, comme tourné vers l'intérieur, et un durcissement presque imperceptible de son visage et de son attitude, lorsqu'un de mes camarades de classe laissa échapper, sans mauvaise intention, mais dans la surexcitation, une injure grossière en soudanais à l'intention d'Oulouk. Après cet incident, Oulouk se retira peu à peu. Il se contenta de nous regarder assis sur la balustrade de la véranda arrière. Le soir, lorsque je revins d'accompagner mes invités, je ne le trouvai nulle part. C'était la première fois que j'ignorais où il était et ce qu'il faisait. J'allai voir Gérard, qui fumait, installé dans la véranda devant son pavillon, ses longues jambes sur la table. Je grimpai sur une chaise. Un moment s'écoula sans que l'un de nous deux prononçât un mot. Gérard possédait au plus haut point le tact d'attendre en silence lorsqu'il supposait que des confidences allaient s'exprimer. Finalement, j'exposai le problème qui me tourmentait. Oulouk est-il inférieur à nous? Est-il différent? Tu dérailles, dit Gérard calmement en gardant sa pipe à la bouche. Qui a dit cela? J'explicitai, non sans peine, mes sensations de l'après-midi. Une panthère est différente d'un singe. Mais l'un des deux est-il inférieur à l'autre? Tu trouves que c'est une question idiote? Et tu as raison. Considère-la comme tout aussi idiote lorsqu'il s'agit d'êtres humains. Être différent, c'est normal. Chacun est différent du voisin. Je suis également différent de toi. Mais être supérieur ou inférieur du fait de la couleur de ton visage ou de ce que fait ton père, c'est de la blague. D'ailleurs, Oulouk n'est-il pas ton ami? S'il peut être ton ami, comment peut-il être inférieur à toi ou à un autre? La vie d'Adam avait commencé à prendre une forme plus nette le jour où Karl l'avait ramené de l'orphelinat. Les images s'étaient affirmées, les odeurs étaient devenues âcres, les émotions s'étaient ordonnées, et les mystères troublants de cette vie antérieure s'étaient peu à peu estompés. Tel un animal domestique devant un nouveau foyer, Adam, les premiers jours, ne s'aventurait jamais loin de sa chambre. Il y avait trop de nouveautés à assimiler, trop de détails étranges et sans rapport avec ce qu'il avait connu auparavant. Et puis surtout, cet étranger qui boitait légèrement et qui semblait se méfier autant d'Adam qu'Adam se méfiait de lui. Un jour,
Cet homme, Karl, marqua une hésitation en lui posant son dîner sur la petite table carrée. « S'il te plaît, ne m'appelle pas monsieur, demanda Karl. Appelle-moi père. » Ridicule, songea Adam. Il ne pouvait pas considérer cet homme comme son père. Il se refusait à le faire. Il avait un physique étrange, un personnage tiré d'une légende fantastique, des cheveux blonds presque de la couleur de sa peau, des yeux d'une teinte indéfinissable, un nez bizarre, les traits d'un homme né sous un climat froid. Non, Karl n'était pas son père. À la longue, il finit par explorer les lieux. À mesure que diminuait sa méfiance à l'égard des objets de la maison, il se mit à prendre des livres sur les étagères et à regarder les images. Il ne savait pas lire, mais il passait un temps considérable à étudier les illustrations de lacs et de forêts qui, il le savait, se trouvaient à 1000 lieues d'ici, dans des pays froids, car les arbres et les collines ne ressemblaient pas du tout à ceux qu'il voyait alentour. Les enfants blonds représentés sur ces images portaient de jolis vêtements épais et avaient l'air robustes et heureux, contrairement aux enfants qu'Adam avait connus, qui n'étaient pas très heureux. Ils étaient maigres comme lui, constamment fatigués, et certains des plus jeunes avaient le ventre tout ballonné, bien qu'ils n'aient rien à manger. Peut-être qu'il était facile d'être heureux si on avait de jolis habits, de la nourriture et des parents, se disait Adam. Il aimait ces images parce qu'elles lui donnaient l'impression d'avoir des traits communs avec ses enfants et pas avec ceux de l'orphelinat. Ces petits Européens, bien portants, étaient les versions enfantines de Karl. Et en le regardant travailler dehors de la cour, Adam pouvait l'imaginer en train de patiner sur des étangs gelés ou de se promener dans des forêts de pins. Peu à peu, Adam autorisa Karl à lui faire la lecture. Il s'asseyait sur le canapé avant que le crépuscule ne s'empare de l'île, et Karl lisait des histoires merveilleuses de par-delà les îles d'Indonésie. Adam découvrit les aventures du courageux petit Biwa qui avait abattu un dragon terrifiant, de l'ingrat Sintangang qui, après avoir quitté son village de pêcheurs et s'être hissé au-dessus de ses humbles origines, pareil au nôtre, avait précisé Karl, pour devenir riche et célèbre, avait refusé de remercier sa pauvre mère. Et de la belle Lara Jongrang, changée en pierre par l'ami de Bandung après avoir triché pour se soustraire au mariage promis. Alors que Karl lisait, Adam contemplait la marée descendante. Les eaux étaient toujours plates à cette heure-là, et des flaques paisibles commençaient à se former dans le creux des récifs. Il aimait bien ces légendes, mais par-dessus tout, il adorait quand Karl lui lisait des histoires sur ses enfants à la peau claire, toujours pleins de gaieté. Dans leur monde, les gens n'étaient pas transformés en statues ou en animaux, et on n'invoquait pas les démons de la nuit pour résoudre des querelles ancestrales. C'était moins dangereux là-bas, se disait-il. « Je m'appelle Adam de Willigen », se disait-il souvent durant ses premiers mois, car cette formule le réconfortait. Il répétait les mots tout haut parce qu'il en adorait la sonorité et le rythme. Il adorait se tordre les lèvres et leur faire prendre de drôles de formes pour mieux les prononcer. Aujourd'hui, quand il entend son nom, il trouve qu'Adam de Willigen sonne parfaitement bien. Goedenavond, mijn naam is Adam de Willigen. En ce temps-là, Adam ne comprenait pas encore que le pays d'un individu, son chez lui, ne correspondait pas forcément à l'endroit où il était né, ni même où il avait grandi, mais dépendait d'un lieu différent, ténu et fort à la fois, qui pouvait se créer n'importe où dans le monde. À l'époque, si Adam s'était révolté contre Karl, c'était juste parce qu'il n'avait pas encore pris conscience de ce paradoxe, ni de bien d'autres mystères.